L'objectif de soutenir l'agriculture dans les îles, de voir comment elle peut se développer, quels sont les points sensibles et ce sur quoi il faut qu'on intervienne pour pouvoir améliorer l'agriculture. Évidemment, d'une île à l'autre, c'est un peu différent. Il y a quand même, sur la plupart des îles, des choses un peu, des problèmes qui sont identiques, notamment du problème du foncier, de ce qu'on appelle les circuits courts, etc. Comment aider les porteurs de projets à s'installer, parce que c'est pas évident. Donc le réseau travaille en même temps avec une équipe de recherche d'AgroCampus et Maïla qui est notre chargée de mission, qui va en même temps faire une thèse donc, sur l'agriculture dans les îles. Donc il travaille moitié sur cette thèse et moitié pour animer le réseau. Voilà, donc il y a cette petite plaquette que vous pouvez trouver sur la table, là, seulement qui est là, qui explique un petit peu les objectifs, pourquoi du réseau et ses objectifs. Donc vous pourrez en prendre un exemplaire pour ceux que ça intéresse. Et puis je voudrais rajouter une chose, c'est que si vous connaissez des porteurs de projets qui sont intéressés pour s'installer sur les îles, mais qui voudraient bien comprendre un peu mieux comment ça fonctionne et quelles sont les difficultés et les intérêts qu'il y a à travailler en tant qu'agriculteur sur une île, eh bien on a les possibilités au niveau du RAIA, donc dans différentes îles, de pouvoir accueillir ces personnes-là pour qu'elles puissent se former, s'informer et décider si elles veulent s'installer sur les îles ou pas. Donc que ce soit sur Bréal, Dieu, Belle-Île, il y a ces possibilités-là. Donc aujourd'hui, on va parler de filières, de mutualisation, de comment on développe l'agriculture sur les îles. On est accueilli par une île qui est la plus agricole, disons, de toutes les îles. Donc quand on vient ici, on voit ces étendues de champs cultivés qui sont verts, blancs, jaunes, marrons. C'est quand même très impressionnant par rapport aux mêmes grandes îles comme Belle-Île qui est très cultivée, mais c'est pas du tout la même chose, parce que c'est quand même beaucoup d'élevage. Même les îles à pont, comme Quillet, Oléron ou l'île de Ré, c'est pas du tout le même paysage. On voit bien qu'il y a une agriculture qui est très développée, qui est vivante. Ça n'empêche pas qu'il y a aussi des difficultés qu'on retrouve un peu partout. Voilà, donc pour animer cette réunion, je vais laisser la parole à Naïla, qui saura mieux faire que moi pour animer cette réunion. Bonjour. Alors avant de démarrer les échanges, on voulait vous proposer des témoignages qui tournent autour de la coopération et de la mutualisation des moyens de production en agriculture sur les îles et qui peuvent éventuellement associer au-delà des agriculteurs, des élus, des citoyens, voire même des agriculteurs continentaux, puisqu'on aura l'exemple avec les coopératives avec lesquelles travaille l'île de Bas. On va laisser la parole aux personnes à qui on a proposé d'intervenir. Donc il y a Guillaume Février qui va présenter le projet de coopérative laitière qui réunit une majorité d'éleveurs laitiers, il expliquera mieux que moi, mais sur Belle-Île-en-Mer. On a François, dont j'ai pas le nom de famille. Je ne vais peut-être pas le dire. Lagadec. Donc, qui représente la coopérative Biomasse avec laquelle travaille une certaine partie des agriculteurs de l'île de Bas. Et Gilles Lepuy qui va nous parler d'une coopérative foncière pour faire du portage foncier sur l'île Dieu. On aura certainement un deuxième témoignage d'une autre coopérative qui travaille aussi avec les agriculteurs de l'île de Bas. Donc peut-être que tu viendras témoigner. Et puis ensuite, on laissera place aux échanges. Voilà. On commence par l'île de Bas et puis... Ouais.
Bonjour, François Le Lagadec, j'ai 59 ans. Je suis directeur de la coopérative L'Armorique Maraîchère, qui a été créée par 11 producteurs en 1983, dont 7 producteurs de l'île de Bas et 4 producteurs du continent. La coopérative travaille dans le domaine du maraîchage, de la diversité, donc avec beaucoup de légumes différents. Elle a progressé jusqu'en 97, 2000, et puis depuis elle a atteint son rythme de croisière. De l'île de Bas, il y a plus de producteurs que les 7 producteurs qui sont rentrés dans la coopérative, et après un peu moins. Donc chacun a trouvé un peu ses orientations, parce qu'aujourd'hui il y a 4 producteurs de l'île de Bas qui sont à la coopérative L'Armorique Maraîchère et 16 producteurs du continent. Notre particularité, c'est d'être né sur l'agriculture conventionnelle, puisque l'agriculture biologique a été développée, on va dire, par le règlement européen de 1992. Il y avait du monde avant qui faisait de l'agriculture biologique, mais elle a été codifiée au niveau européen, et il y a eu un grand développement de l'agriculture biologique, sur lequel certains de nos producteurs se sont concentrés, et notamment des producteurs de l'île de Bas. Et notre coopérative est devenue progressivement, majoritairement en agriculture biologique. Aujourd'hui, la coopérative travaille dans 2 cadres, l'île de Bas et continent, les produits de l'agriculture biologique et les produits de biodiversité. Notre coopérative a notamment la particularité d'avoir inventé le concept de légumes miniatures en 1983, et vend des fleurs à manger, des légumes sauvages, des légumes anciens, certains champignons, avec une très très grande diversité. On a peut-être essayé plus de 1000 légumes différents, et aujourd'hui il y a 250 légumes qui sont commercialisés par la coopérative. Donc il y a beaucoup plus de légumes que de producteurs. Voilà. Et avec l'île de Bas, on a eu une histoire d'amour particulière, parce que c'est un peuple particulier, c'est le peuple insulaire, mais c'est quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on voit sur le continent, parce que d'abord il y a une proximité qui tient parfois à la promiscuité. Il y a des secrets qui sont échangés, qui ne sont plus des secrets au bout de 3 jours, 4 jours. Donc tout est personnel et tout est collectif en même temps, et c'est une manière tout à fait différente de gérer la coopérative dans un cadre insulaire que de le gérer dans un cadre continental. Au niveau continental, on va faire ses courses à la ville, il y a des endroits de neutralité, tout ça, l'île de Bas, ou dans les îles, je suppose que dans les autres îles c'est un peu la même chose. Il n'y a pas cette distance qui existe entre les personnes, et puis les petits secrets s'échangent, mais sont connus de tout le monde au bout d'un temps. Et dans le monde agricole, c'est peut-être encore, dans un monde, puisque ça peut être le cas aussi dans le monde des marins, mais dans le monde agricole, les mots vont très vite, ça va très vite, et voilà, on fait face à ce genre de choses, notamment par exemple par rapport aux programmations des cultures, où qui va faire quelle culture à quel moment. Et il faut qu'au niveau de la coopérative, il y ait une programmation des cultures, et s'il y en a un qui fait du radis noir, il ne faut pas que l'autre fasse du radis noir, parce qu'on a besoin d'une diversité de palettes, et que ça, et derrière, il faut arriver à réaliser un calendrier de production pour pouvoir commercialiser avec harmonie l'ensemble. Alors, la particularité de notre groupe, c'est qu'on n'a pas cherché à faire un chiffre d'affaires énorme, et qu'on est resté à une dimension humaine. Enfin, un producteur, ça veut dire qu'on se connaît, on se parle, et qu'on arrive autour de la palette de produits qu'on arrive à réaliser, à donner pour chacun une ouverture vers des produits qui lui sont particuliers, et dont il est le détenteur au niveau de la coopérative. Donc ça se fait à travers nos commerciaux, Fred qui est là par exemple, qui va venir régulièrement à l'île de Bas et chez les autres producteurs de la coopérative pour pouvoir discuter, négocier, expliquer aussi que si tout le monde fait du radis noir, on n'arrivera pas à les vendre, parce que pour faire du radis noir, il faut faire aussi du radis blanc, du radis rouge, et il faut avoir aussi une gamme de légumes. Donc,
par exemple, on a besoin de carottes et c'est plus difficile de faire des carottes que de faire du radis, par exemple. Donc, qui va faire les carottes et comment on se partage les produits difficiles. Voilà. Donc, c'est au niveau de la coopérative que ces choses-là se réalisent. Ensuite, pour le système de commercialisation, on va dire, pour simplifier, c'est la réalité, on a réglé le problème du prix. On est bon ou on n'est pas bon au niveau commercial, on est bon ou on n'est pas bon au niveau de la production. Mais chez nous, 15% du chiffre d'affaires réalisé net départ de la structure de commercialisation va à la commercialisation et 85% des prix va aux producteurs. Donc ça veut dire que si on vend 2 euros 1 kilo de pommes de terre de débat, il y a 1,70 € pour les producteurs et 30 centimes d'euros pour le système de commercialisation. Si on vend 1 euro, il y a 15 centimes pour le système de commercialisation et 85 centimes pour le producteur. Ce qui fait qu'on n'a pas réellement de problème interne de fixation du prix parce qu'on a une règle claire entre nous. Mais c'est pas pour ça que le commerce peut être moins bon un jour, meilleur un jour, ou qu'à la production on peut se planter un jour et réaliser des belles choses un autre jour. C'est pas pour ça qu'il n'y aura pas de discussion à partir de tout ça. Mais on a trouvé un système qui nous permet de travailler ensemble dans le même sens et de devoir régler le problème de répartition des biens entre la production et la commercialisation. Ce qui nous rend assez relax vis-à-vis de tous ces problèmes de prix. Je rappelle qu'on a des problèmes aussi, on a des problèmes par rapport à la programmation des cultures, qui ne sont pas des problèmes quand on arrive à faire en sorte que tout le monde s'arrange et que chacun trouve son compte à la suite de la discussion. Voilà. Alors, ensuite, à l'île de Bas, tout à l'heure j'entendais Bénédicte qui disait qu'il y avait à peu près 15 producteurs à l'île de Bas. Bon, peut-être que quand j'ai démarré mon métier, il y avait 35 ou 40 producteurs à l'île de Bas. Donc ça veut dire que comme à tout endroit, on travaille aussi avec Santec et tout ça, c'est les problèmes de ville et tout ça, à tout endroit, le nombre de producteurs existants diminue, et y compris ici à l'île de Bas. Moi j'ai trouvé de mon côté, et parce qu'ils étaient là aussi, il y avait un gastronomique Philippe, je ne sais pas s'il est là, qui a été le premier à faire de la production bio à l'île de Bas. C'était en 1983, il était à la coopérative, il a été suivi par ses oncles, il a été suivi par d'autres et tout ça. Donc l'île de Bas nous a amenés dans l'agriculture biologique, et moi j'ai trouvé aussi que c'était un bon deal parce qu'on arrive à garder une agriculture traditionnelle dans quelque chose qui est particulier et pas de quelque chose qu'on va commercialiser dans la grande distribution, c'est cela, parce que, on n'aura pas assez de marchandises sur l'île pour servir tous les besoins de la grande distribution, et deux, on ne peut pas particulariser autour du cachet que représente une île et du gros avantage que représente une île. Nous, nos produits, on les vend, c'est marqué île de Bas dessus, et donc chez nos clients, qui sont des clients de petit volume, on arrive à valoriser correctement les marchandises de l'île de Bas parce qu'elles sont spécifiées et on habitue une clientèle à un terroir. Et donc l'île en tant que telle est un terroir. Donc on a au niveau de notre groupe, on a évité de travailler les circuits de grande distribution, on a travaillé plutôt avec un ensemble de petits clients au niveau national et régional qui peuvent référencer notre diversité de produits et aussi la diversité des terroirs qu'on a aujourd'hui dans notre coopérative. Alors, je ne réponds pas à toutes les questions évidemment, mais j'essaye de donner des pistes pour le débat du jour. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que vous voulez évoquer l'autre coopérative bio du coup? Oui. Alors, bonjour, moi je suis producteur sur l'île de Bas. Je fais partie de la coopérative Biobraise. Le représentant a eu un empêchement, donc n'est pas sûr d'être là à la conférence. Donc en quelques mots, la coopérative Biobraise, au départ, c'était une association de producteurs. C'est l'association des producteurs de fruits et légumes bio de Bretagne. Et on est passé en coopérative en 2017. Donc parce que l'importance du groupe c'était trop pour une petite association, donc on a été obligé de passer en coopérative. Et la coopérative actuellement a 60 adhérents, dont 6 sur l'île de Bas. Et il y a 11 candidats
à l'adhésion. 11 candidats de libre? Non, candidats pour rentrer dans la coopérative. Donc, après, j'ai quelques chiffres. Donc c'est environ sur la coopérative 300 équivalents temps plein, 1200 hectares de plein champ et environ 15 hectares de sous-abri. Une gamme de plus de 150 références, environ 15 000 tonnes de fruits et légumes produits, et commercialisés en bio. Et nous avons au niveau de la coopérative 5 expéditeurs conventionnés qui vendent la marque BioBraise. La marque BioBraise n'est pas diffusée autre qu'à ces expéditeurs-là. Donc c'est une coopérative qui est 100% bio par contre, il n'y a pas de conventionnel. Et je peux dire de plus. Vous n'êtes pas nombreux de l'île de Bas, mais du coup, est-ce qu'il y a une valorisation de vos produits par rapport à l'origine aussi, comme on parlait de terroirs spécifiques? Oui, aussi. Oui, vraiment, pomme de terre primeur, quand on est en production, on a un delta de prix pour les pommes de terre de Bar-Roscoff vend un petit peu moins cher que nous. Parce qu'elle est plus demandée aussi, et du coup, pour permettre aux autres producteurs du continent de vendre un petit peu aussi, on a un delta un peu plus élevé sur la production de l'île de Bas. Mais dû à nos coûts aussi de transport, et on n'a pas la même difficulté pour produire au niveau mécanisation. Donc ça, au niveau de la coopérative, c'est pris en compte le fait des difficultés, les coûts supplémentaires liés au transport notamment. Sur certaines productions, pas forcément sur tout. Sur les produits comme le chou-fleur, qui est en grande quantité partout, on n'aura pas un plus forcément, malgré qu'ils arrivent à valoriser quand même. On aura peut-être plus facilement, parce que ça vient de l'île de Bas, mais pas forcément plus cher sur certains produits. Ça marche surtout pour la pomme de terre en fait. Ah oui, d'accord. Il y a un petit peu la carotte parce qu'on a un terrain plus léger que le continent. Ok, merci. Bonjour, je m'appelle Guillaume Février, donc je suis pas paysan, je suis salarié responsable d'une association à Belle-Île-en-Mer qui s'appelle le CPIE de Belle-Île-en-Mer, donc un centre permanent d'initiative pour l'environnement. Donc c'est une asso qui aura 30 ans l'année prochaine, qui a débuté il y a 30 ans sur l'éducation à la nature et à l'environnement et qui aujourd'hui s'occupe de différents projets de développement local, dont des projets de développement agricole. Et moi j'anime avec mon collègue différents projets agricoles. Et un autre collègue aussi, notamment sur la question foncière à laquelle Georges faisait référence, une grosse problématique. Et donc le projet là, dont je peux parler en quelques minutes, c'est un projet de création d'une unité de transformation de lait de vache à Belle-Île. Donc rapidement, un très très bref historique. En 2014, on se retrouve en fait, nous à l'ASSO et puis les producteurs de lait, de bovin lait à Belle-Île, dans un certain nombre de discussions. Voilà, ça va pas quoi, ça va pas parce que l'industriel Lactalis, pour pas le nommer, ne paye plus bien le lait. Il y a aussi la loi qui évolue, la loi NOTRe, qui réorganise les compétences notamment du conseil départemental. Donc ce qui fait que le département arrête sa compétence agricole et n'intervient plus en subventionnement de différentes choses. Ça peut être pour l'insémination artificielle, ça peut être aussi pour l'aide à l'organisation d'un événement important tous les 2 ans à Belle-Île, c'est le comité agricole. Et aussi l'appui, le camion dont je vous parlais tout à l'heure qui fait la collecte de lait, quand il était acheté jusqu'alors, il y avait les producteurs qui payaient, la communauté de communes et le département. Donc tout ça, ça s'arrête, Lactalis paye de moins en moins cher. Il y a aussi de plus en plus les éleveurs qui entendent des appels du pays de la société, qui veut des produits plus cohérents, plus locaux, parce que jusqu'alors, et c'est encore le cas aujourd'hui, la quasi-totalité du lait produit à Belle-Île, du lait de vache, part par bateau, par camion, par bateau, jusqu'à être transformé à l'unité de Pontivy, et mélangé avec d'autres laits pour faire
sais pas, du fromage à pizza industriel, etc. Donc un besoin de cohérence aussi. Et bien évidemment pour nous, d'aller vers les agriculteurs aussi pour voir comment les accompagner sur ce projet qui est économique aussi, hein, pour gagner de la valeur ajoutée localement, mais aussi diminuer énormément l'impact carbone. Et par derrière, essayer d'aller vers des pratiques. Alors à Belle-Île, on n'est vraiment pas dans des ratios, quand on parle d'agriculture conventionnelle, on peut parler de plein de systèmes différents, on n'est vraiment pas dans des ratios ultra productifs. Mais voilà, essayer d'aller avec les éleveurs à leur côté, de les accompagner sur une diminution des intrants. Donc c'est un sujet très complexe. Donc là, il y a un projet qui naît vers 2014 de la base de deux choses, d'interviews, j'insiste beaucoup là-dessus moi méthodologiquement, des interviews individuelles d'agriculteurs pour aller les voir chez eux, leur problématique, et de réunions de groupe. Quand on parle d'esprit coopératif, de mutualisation, de coopération, c'est bête, hein, il faut commencer par s'exprimer et aussi se réunir. Et là, il y a peut-être un défaut quelquefois sur nos territoires quand les agriculteurs, pour X raisons, n'arrivent pas à le faire par eux-mêmes. Voilà, et ils ont peut-être besoin quelquefois de coups de main. Bref, et donc là, on commence à mettre en œuvre, alors on va chercher des partenaires, la Chambre d'agriculture pour ses compétences, et on commence à définir un projet pour structurer donc cette évolution de la filière laitière. Donc au début, il faut bien jouer sur les mots, c'était un projet d'évolution de la filière laitière belliloise en collectif, et puis ça a rapidement été égal transformation laitière collective. On aurait pu imaginer d'autres évolutions, hein, mais l'unité laitière, elle n'est toujours pas construite. Hein. Ça va sans doute se faire, mais on aurait pu imaginer d'autres productions, c'est-à-dire l'évolution de la filière laitière aller vers de l'allaitant, quoi. On a André, j'aurais bien voulu qu'André puisse témoigner, mais malheureusement André ne fait pas de laitage. Il est juste là, il fait du bovin allaitant, du bovin viande à Belle-Île. Donc ça aurait pu être ça, là, mais en même temps c'est changer de métier, et puis moi on n'avait pas d'idée, donc ce qu'on souhaitait faire la majeure partie des producteurs, c'est de se mettre autour de la table pour créer une unité de transformation laitière collective. Et là on peut s'imaginer comme ça d'un point de vue extérieur, bon c'est ok, donc ils montent une coopérative, ils y vont direct. Là ça n'a pas été ça dès le début, quoi. On vient d'y arriver, même ces dernières semaines, à ce que le noyau dur qui développe le projet, des éleveurs, disent ok, on y va en mode coopérative. En fait, il faut imaginer l'installation du système actuel en 1980, ça va faire 40 ans, moi j'avais 2 ans, et on parle de basculer un système qui était, je ne sais pas si vous imaginez, hein, le camion de lait qui passe dans votre ferme, pour un certain nombre, ils sont encore au lit, hein, le camion passe, peut-être, je ne sais pas, il démarre à 2-3 heures du matin, jusqu'à il finisse à... Voilà, donc on vient vous chercher votre produit chez vous, dans un tank à lait qui appartient à Lactalis, et qui est expédié sur le continent. Vous avez un barème de prix, vous avez un prix mensuel, donc qui est bonifié en fonction des taux de votre lait. Et il faut basculer votre système, vous allez vous-même, en collectif, avec vos collègues, maîtriser tout, aller transformer, puis vendre votre produit, avec sans doute un cahier des charges évolutif. Donc en fait, cette bascule très 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 importante, elle fait peur. Elle fait peur, même si on sait qu'elle va sans doute apporter quoi, comme j'ai dit tout à l'heure, plus de valeur ajoutée localement, un système cohérent, diminuer l'impact carbone, etc. Donc de 2016 à 2019, aujourd'hui, on a fait 3 ans d'accompagnement sur différents volets. Donc nous, CPIE, la Chambre, et aussi on a vu qu'il y avait quand même besoin de ne pas mollir sur les forces vives pour l'accompagnement au changement. On travaille avec des sociologues, le GERDAL, je peux en parler en aparté après si vous voulez aussi, des gens qui sont spécialistes dans le développement agricole, du changement en groupe, en collectif. Comme ça. Parce qu'on a vu qu'on n'avait pas tous les ressorts pour aider les gars à évoluer dans le groupe. Donc 3 organismes d'accompagnement auprès des éleveurs. Sur 10 éleveurs laitiers en bovin lait à Belle-Île, il y a une personne qui ne travaille pas avec Lactalis, qui a toujours valorisé son lait localement. Il y a une autre personne qui, depuis 4-5 ans, vend à une nouvelle fromagère à Belle-Île. Alors on aurait pu se dire, mais pourquoi à l'occasion de l'installation de cette fromagère, tous les gars ne se sont pas mobilisés? Je dirais que c'était juste avant 2014, quoi. C'était pas mûr. Donc il y en a un qui est allé, c'est le président du syndicat d'élevage d'ailleurs, et donc pour l'heure, lui, il veut rester, je dirais, dans une forme de loyauté, il veut rester avec la fromagère, et donc il reste 8 gars, il y a un éleveur qui va sans doute basculer en allaitant, et donc on part de 7 éleveurs à accompagner. Donc les 3 années ont permis de faire quoi? Elles ont permis déjà au groupe de mieux se connaître, parce que tout le monde se connaît à Belle-Île, mais finalement là c'est pas rien, s'il faut faire une aventure ensemble, il vaut mieux savoir ce que l'un et l'autre ont vraiment derrière la tête. Et aussi les degrés de mobilisation que les uns et les autres sont prêts à faire dans le groupe. Donc il y a tout de suite certains qui ont dit, mais moi j'ai pas de temps, je suis dans la salle de retraite, je suis la tête pas le guidon, mais le volant de mon tracteur, je ne pourrais pas venir faire la transfo. C'était ça leur idée en fait. Il va falloir transformer en plus. Et d'autres ont dit, oui c'est vrai c'est un problème, mais en même temps il faut qu'on maîtrise notre produit, et puis il ne faut pas qu'on refasse un mini Lactalis à Belle-Île. Il ne faut pas qu'on imagine que ce soit un investisseur qui fasse ça en vase clos, il faut qu'on soit dedans. Donc que chacun voit un peu les positions des uns des autres.
Après, bien évidemment, on a questionné les pratiques. Les pratiques, pas pour répondre à un impératif qui doit arriver à terme, qui peut se passer par exemple de chimie de synthèse, mais c'est aussi avoir un lait de qualité transformable. Par exemple, quand vous faites une tome de vache, si vous avez une part d'ensilage trop importante dans la ration, vous allez avoir un développement de gaz butyrique qui peut faire trop de trous. Une tonne de vache, c'est théoriquement pas avec beaucoup de trous. Et puis ça peut même faire exploser les meules. Il y a des fromagers qui connaissent ça encore, même en maîtrisant bien leur métier. Donc vous voyez, apporter un travail technique sur le lien entre alimentation du troupeau et un lait de qualité de transformation pour après le transformer. Donc là, il y a des formations, il y a des tests, il y a des visites sur le continent qui ont été faites auprès de personnes qui faisaient déjà la transfo pour que les éleveurs montent en compétences. Bien évidemment, au niveau des cultures, c'est d'essayer d'avoir un système plus autonome. Essayer de limiter la part de maïs, c'est de refaire des protéagineux à la ferme. Donc là, la Chambre d'agriculture, par exemple, elle a développé des formations de terrain. Après, c'est d'arriver à créer une gouvernance du projet. Alors là, je prendrai un mauvais jeu de mots, vous allez me dire, mais les éleveurs, franchement, au début, voulaient le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas passer de temps dans la fromagerie, mais être actionnaire majoritaire et avoir les dividendes, et pas refaire un mini lactalis avec quelqu'un qui, voilà. Donc ils voulaient que des investisseurs qui arrivent, mais que les investisseurs ne décident pas. Et donc ça, on a beaucoup passé le temps à discuter de tout ça, à essayer de leur témoigner, justement en comparant avec d'autres systèmes déjà existants, parce qu'il y a quand même en Bretagne et puis en France, quand on parle des fruitières, par exemple, des Alpes ou du Jura, il y a des gens qui ont pu leur témoigner comment un peu ça se travaillait. Et donc après tout ce processus, on en est arrivé, c'était cet été-là, ils ont dit bon, on va y aller, quoi. Parce qu'ils ont aussi été sécurisés sur ce que je disais tout à l'heure, une grande peur, c'était le temps que ça va nous prendre. C'est vrai qu'ils sont dans un système où il faut quand même être dans une logique de quantité, donc sur une filière longue, et donc il faut y aller en production, quoi. Donc ils n'ont pas de temps théoriquement à la base comme ça à consacrer à de la transfo. Donc après on leur a dit mais non, vous aurez une structure salariée avec un fromager, et puis après ça peut se développer, parce que c'est créateur d'emplois, hein. Sur les volumes qu'on va avoir à traiter à terme à Belle-Île, c'est-à-dire à peu près entre 1,5 million et 2 millions de litres, on peut imaginer qu'il y ait entre 5 et 10 salariés. Et donc mais vous serez à l'administration de votre coopérative. Donc ça, voilà, quand on n'a pas l'esprit et quand on ne connaît pas les détails de ce que représente gérer une coopérative, on se dit qu'on va devoir tout faire. Et là, je pense qu'on a un représentant. Vous êtes producteur de légumes? Voilà. Donc on a des salariés qui gèrent et qui nous animent. Et donc là-dessus, ils ont fait cette maturation et donc ils sont prêts à consacrer du temps. D'ailleurs, comme ils ont consacré depuis 3-4 ans, de réunions, d'administration, de pensée commerciale. Alors il va y avoir forcément une montée en compétence aussi, parce que même s'il y aura un directeur ou une directrice, il faudra bien que les paysans, ils en ont déjà, parce qu'ils savent ce que c'est pour certains, mais la RH, voilà, la stratégie, le commerce, ce genre de choses-là. En tout cas, ils ont pris une décision ces dernières semaines, j'insiste, pour y aller sur ce système coopératif. Parce qu'ils ont aussi rencontré des investisseurs, là, et puis ça s'est mal passé. Ils ont vu des gars qui sont arrivés avec des dollars dans les yeux. Et ça leur a permis de bien voir que ils n'avaient pas envie de reproduire ce qu'ils vivaient déjà avec l'industriel. Donc un volet, bien sûr, sur l'évolution des pratiques, et c'est plus intéressant quand on est quand même ensemble, pour arriver, tiens, toi tu mets plus de fongicides depuis 10 ans sur tes céréales, ah tiens, c'est intéressant, c'est ça. Deuxièmement, la gouvernance, comment on monte les choses, et donc en rencontrant des investisseurs, en discutant entre nous, on se dit finalement, allez, on va y aller, on va gérer nous-mêmes. Alors il y avait un juriste hier de la Chambre qui était au boulot, justement, ils sont en train de voir comment ils vont associer quand même en partie un porteur de projet, là, voilà, non-agriculteur. Et puis troisièmement, c'est le modèle économique, quoi. Donc là, bien évidemment, il y a eu une production d'études de marché, on a fait des enquêtes consommateurs, on est allé voir les restaurants, on est allé voir tout le marché pour arriver à valider un scénario qui va consister à commencer par, on va dire, à peu près 500 000 litres sur des produits plutôt frais, donc des fromages lactiques, peut-être un petit emmental, des yaourts, et après une diversification de gamme qui pourra peut-être aller vers de la crème glacée ou ce qu'il faudra eux-mêmes qu'ils déterminent. Et donc là, c'est validé, on a comment dire, la chance d'avoir une agro là, qu'on a pris pour le projet en partie qui a été agricole avant, donc qui avait l'habitude de faire du business plan, et on a validé, il faut vraiment sécuriser à fond, sachant que cette nouvelle coopérative est une bascule, je le redis, quasiment totale par rapport à leur système préexistant. Donc voilà, ça prend du temps, quelquefois les gens ont du mal à comprendre que ça prend du temps, il faut l'expliquer en plus, donc c'est un côté pédagogique, on essaye aussi d'être là, en organisant différentes réunions publiques, différentes visites de ferme pour expliquer cette chose-là. Donc on est en cours, on espère que quand on va se fêter la bonne année, là, dans quelques mois, on aura vraiment validé, on va faire, je pense que ce sera une CUMA, voire une SICA, donc c'est en train d'être vu, on est en train d'affiner le
la nécessité de faire l'investissement initial, donc ils vont bâtir sans doute un grand bâtiment qui sera partiellement rempli, en se donnant la possibilité de le remplir dans les années avec d'autres chaînes dans les années à venir. Ça, ce serait pas mal. Et donc 2020, il y a une parcelle qui est déjà repérée, on irait vers un dépôt de permis, voilà, et puis on espère qu'on mangera au Festival des Insulaires 2021 les produits laitiers. On est à peu près dans cette temporalité-là. 2014-2021, on est à peu près dans les ratios de développement des zones groupements qu'on a pu analyser dans le Grand Ouest, 5 à 7 années. Voilà. C'est 2020. Merci Guillaume. Tu nous présentes oui, j'ai depuis le producteur de safran sur les deux et donc co-gérant d'une société coopérative immobilière qui a vu le jour maintenant il y a un an. Pour bien comprendre les choses, je fais un bref historique de ce qui a été la vie agricole sur les lieux. Autrefois, quasiment la totalité de l'île était cultivée sous l'impulsion de moines qui en fait avaient obtenu en fait la majorité des terres agraires et qui avaient pu la rendre cultivable. Ça servait soit pour du commerce, mais aussi pour l'autoconsommation en fait. Ensuite, les lieux, comme un petit peu toutes nos îles, je crois que Panorama, de toute façon, un peu pareil partout, s'est tourné vers la pêche. Donc en fait, l'agriculture a battu un petit peu en retrait. Les agriculteurs se sont tournés vers la pêche et les terres ont commencé à s'enfricher. Une fois que la pêche a vu ses heures de gloire passer, les gens sont retournés sur l'île, mais pendant ce temps, les terres continuaient à s'enfricher. C'est le tourisme qui a remplacé en fait l'économie localement sur les lieux. Et les terres agricoles sont devenues des terres bâties pour les résidences secondaires, et celles qui n'étaient pas exploitées ont continué à se fricher. Différents PLU ont eu lieu depuis ces moments-là, où effectivement les municipalités ont commencé à se dire attention, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, sinon on n'aura plus que du béton sur notre île, on n'aura plus aucune activité agricole, et le mouvement sera irréversible, on perdra un petit peu tout. Donc le PLU a commencé à limiter les bornes, en faisant en sorte de limiter la construction sur les terres agricoles. Et maintenant, en fait, les municipalités avec des associations et puis des associations locales, mais aussi des associations nationales, genre Terre de Liens, des associations locales sur les lieux comme le collectif agricole Lieu Demain, en fait se sont rassemblés et avec la municipalité ont monté un projet qui s'appelle le projet Terre Fertile, qui avait pour but justement de remettre en culture ces terres qui sont actuellement en friche en fait. Donc différentes campagnes ont eu lieu qui ont commencé effectivement à remettre en culture des terres qui n'étaient que des friches. Mais restait un autre problème, comment faire en sorte de pouvoir installer des jeunes sur des terrains qui coûtaient 3 fois plus cher que sur le continent. Donc il a fallu trouver des structures pour faire en sorte de pouvoir déjà limiter l'inflation des terres qui, bien entendu, les résidences secondaires qui étaient relativement aisées sur des lieux comme sur pas mal de nos îles atlantiques, aimaient bien prendre un petit peu de terrain agricole, le payer 10 fois le prix pour avoir un beau jardin autour de leur maison. En fait. Donc on s'est dit, ça ne peut pas durer, il faut à tout prix qu'on régule le prix du foncier agricole. Donc une convention a été signée avec l'organisme régulateur des prix qui s'appelle la SAFER. Donc la mairie a signé une convention, ce qui fait qu'on réussit maintenant à ne plus avoir de vente de terres agricoles sans que la SAFER et la mairie puissent intervenir et jouer de leur droit de préemption. Ça a commencé à porter ses fruits et donc le prix en fait, de la terre agricole a commencé à baisser, mais reste quand même 1,5 fois à 2 fois supérieur à celui qu'on rencontre sur le continent. Face à ce souci-là, on s'est dit si les jeunes agriculteurs vont s'installer en acquérant du terrain, ils vont être obligés de faire 10 000 salades et 100 tonnes de patates au 100 mètres carrés pour réussir à s'en sortir. Donc on a décidé l'année dernière de créer une société coopérative civile immobilière, la SCCI Terrilaise, qui fait en sorte justement qu'on puisse acquérir au nom de la SCCI des terrains, au loyer donc modéré par l'influence de la SAFER, et de pouvoir les mettre à disposition des agriculteurs, moyennant effectivement un loyer de leur part. C'est-à-dire qu'ils ne seront jamais propriétaires de leur terre, mais ils pourront en avoir la jouissance moyennant un loyer. D'autre part, la SCCI s'occupe également de pouvoir mettre à disposition de l'agriculteur du bâti agricole réversible, puisque à la cession de l'activité d'agriculteur, soit il cesse son activité et il y a un repreneur qui accepte ou pas de reprendre le bâtiment,
Mais s'il ne reprend pas le bâtiment peut être complètement démontable. Le but de la SCCI, c'était de pouvoir donner du fond, enfin, de pouvoir apporter du foncier à des agriculteurs sans qu'ils en aient la charge d'exploitation, de pouvoir les aider dans leur route de transformation et de faire en sorte qu'à la fin de l'activité d'agriculteur, les terres conservent leur vocation agricole et puissent être ensuite redonnées à un autre agriculteur en reconnaissance. Pour résumer. Mais il y a d'autres leviers sur lesquels nous sommes en train de réfléchir, notamment nous avons un problème hydraulique sur les lieux, c'est-à-dire qu'on a des parcelles qu'on a commencé à défricher, mais malheureusement où il n'y a pas de présence d'eau. Donc la CCI travaille aussi de concert avec la municipalité, puisqu'on a pas mal de biens 100 mètres qui existent sur l'île, et en compensation de retour de biens 100 mètres que la municipalité céderait à la SCCI, les SCCI pourraient prendre en charge des frais d'adduction d'eau pour pouvoir permettre aux agriculteurs de pouvoir exploiter tranquillement la parcelle. Voilà, je suis là un petit peu rapide. Est-ce que tu peux nous dire, aujourd'hui la SCCI, c'est combien d'actionnaires? Ce ne sont pas des actionnaires, ce sont des coopérateurs. C'est actuellement 70 coopérateurs. Nous cherchons quelques-uns qui nous ont rejoints récemment. C'est une quinzaine de mille euros de récoltés. Ce sont des parts fixes de 120 euros. Un coopérateur peut prendre une ou plusieurs parts, mais chaque coopérateur a droit à une voix lors du conseil d'administration. C'est-à-dire qu'un coopérateur qui apporte 120 euros comme un coopérateur qui apporte 2000 euros a exactement la même voix en fait. Une. Et il y a des projets pour l'instant à l'étude. Oui, au tout départ, il y avait un porteur de projet qui devait installer son siège social. C'est une entreprise agricole existante, c'est un éleveur de rennes d'abeilles. Et en fait, un compromis de vente qui devait se faire avec un propriétaire pour installer son siège social a été dénoncé par une histoire un petit peu de succession bizarroïde. Donc là, le compromis n'a pas pu aboutir. De fait, ça devait être la première personne à bénéficier en fait, de la SCCI. Et en fait, comme ça ne s'est pas fait, on est en train de rechercher d'autres terrains susceptibles de pouvoir l'accueillir. Mais en attendant, on n'a pas non plus, je dirais, perdu notre temps, puisque justement, je vous parlais d'adduction d'eau, parce que c'est un des problèmes sur les lieux. Donc, le prochain projet serait la possibilité de pouvoir faire une adduction d'eau sur une parcelle qui est devenue cohérente. Je dis cohérente parce que un petit peu comme par usine, on a du micro-parcellaire en fait, au fur et à mesure des générations, les biens qui étaient, je dirais, cohérents pour faire une entreprise agricole, se sont morcelés en 10 ou 15 petites lanières de 10 mètres sur 20 mètres, donc c'était très compliqué, et en fait on a réussi à trouver à peu près 2 hectares 5 là, actuellement, de terrains qui sont défrichés et qui pourraient accueillir une première expérience. Donc le premier projet de la SCCI, ce sera certainement de collaborer à une adduction d'eau pour pouvoir installer une engin. Merci. On va pouvoir échanger si vous avez des questions. L'idée au travers de ces interventions, c'était à la fois de faire ressortir les contraintes que peut rencontrer l'agriculture en lien avec l'insularité, vous l'avez vu, donc des problématiques d'accès au foncier, des concurrences d'usage, des problèmes logistiques, organisationnels, et avec la nécessité en fait, de valoriser la production pour compenser aussi ces surcoûts. Et donc on a vu un peu aussi au travers de ces interventions tous les maillons qui sont nécessaires aussi à cette production et à cette valorisation, le foncier qui est essentiel, mais aussi l'organisation de la transformation pour une valorisation locale, la commercialisation, le transport. Et donc ce sont bien des leviers qui permettent de maintenir des activités agricoles dans les îles, voire de les redéployer, et qui est donc l'objectif partagé au sein de l'association du réseau agricole des îles Atlantiques. Il y a aussi d'autres expériences qui associent notamment élus et agriculteurs. Il y a eu des projets de fermes communales sur certaines îles, comme à l'île d'Ar ou en cours à l'île d'Aix, qu'on pourra développer si ça vous intéresse aussi. Mais voilà, il y
y a des manières, il y a aussi des formes de coopération qui engagent énormément la municipalité, et comme le témoignage de Gilles le faisait apparaître aussi sur l'île Dieu. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est à vous. Un panier de légumes pour la première question. Alors moi j'en ai une pour l'île de Bas. La situation est intéressante et ça questionne aussi sur le fait qu'il n'y ait pas eu de coopérative insulaire en fait. Donc il n'y a pas eu de projet il n'y a jamais eu de projet de coopérative insulaire. On voit que votre force est aussi l'association avec des continentaux à la fois pour vous mais pour eux aussi. Hein. Mais du coup la coopérative insulaire c'est pas un projet qui a été questionné. Si, il y a eu des essais, alors moi j'étais pas encore là, pas trop expliqué, je crois que c'était au début des années 90. Et en fait je pense qu'ils étaient nombreux déjà à cette époque-là, je sais pas, ils devaient être 25 quand même, plus ou moins exploitation. Et en fait je pense que ça s'est tombé un petit peu à l'eau au fur et à mesure du temps, il y en a qui ont abandonné, enfin qui ont lâché un peu. Il n'y a pas eu assez de solidarité autour du projet. Et il y avait des sons qu'il fallait qu'ils partagent, qu'ils participent économiquement. Ouais, c'est là qu'il faut mettre la main au portefeuille. Voilà, c'est ça. C'est toujours compliqué. Donc il y en a certains qui voulaient les avantages et qui ne voulaient pas avoir les inconvénients. Donc quand c'est pas assez collectif, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça c'est pas fait. Mais c'est sûr que ce qui serait bien, enfin ce qui aurait été bien, c'est d'écrire une coopérative et d'avoir un commercial pour vendre toute la production de l'île de Bas. Il y avait déjà des habitudes de travail avec les agriculteurs du continent à cette époque-là. Ah oui, oui. Ouais. Je pense qu'une coopérative entre nous, je ne pense pas que ce soit la chose à faire. Je pense qu'il faudrait qu'on crée comme un Noirmoutier, une AOP, ou sur la pomme de terre déjà, parce que c'est l'une des principales productions. Et déjà, là, si on avait une entente entre nous déjà sur un label ou sur une AOP, ce serait déjà quelque chose d'important. Mais une AOP qu'on ferait entre producteurs. Ou les coopératives, ce seraient les producteurs de l'île de Bas, ce ne seraient pas les coopératives qui géreraient. Comme l'AOP de Montrosier, sauf c'est des producteurs, c'est pas. Et c'est quelque chose qui est tu l'évoques, mais c'est quelque chose qui est en discussion. On en a vu parler, entre nous, des fois ça arrive qu'on en parle, mais moi j'ai regardé un peu comment ça se faisait, et c'est compliqué à l'avoir, c'est long, et du coup, je pense que c'est beaucoup de temps à passer à droite à gauche pour défendre le projet, et il faut avoir le temps, il faut avoir l'envie aussi de passer ce temps-là. Peut-être à l'avenir, on verra. J'ai une question pour rebondir à monsieur. Est-ce que la marque savoir-faire comment ça peut être valorisé justement sur le continent du produit? On y a pensé. On a vu la dame qui s'occupe de ça, mais chacun de ceux qui était présent a étudié de son côté la chose et puis n'a pas trouvé d'intérêt d'aller vers ce sujet-là. On vend déjà sous le nom Île de Bas, de manière au niveau des coopératives. Les produits sont déjà bien définis, Île de Bas, que sur les étiquettes, les complexes. L'île de Bas est plus connue que la marque Île de Bas. Alors dans la marque savoir-faire des îles, il y a aussi l'identité par île. Donc je ne savais pas que vous aviez déjà autre chose qui valorise vos produits sur le continent, mais ça peut être peut-être un support. Oui, mais au niveau des consommateurs, est-ce que la marque Île du Ponant est vraiment bien connue, quoi? Pas forcément, pas encore, ça émerge, c'est quelque chose d'assez récent, mais je sais qu'il y a des agriculteurs d'autres îles qui s'y sont mis, donc... Leurs produits peut-être ne sont pas déjà assez démarqués justement.
Oui, Nous, nos légumes, on les voilà. trouve déjà bien démarqués, Ouais. donc on ne voyait pas d'intérêt supplémentaire à nous tester. Moi, je viens de l'Ardèche et je suis ici depuis quelques années. Et il y a un truc qui me frappe énormément, c'est qu'ici, il n'y a pas de... La terre est très riche, mais finalement, il y a beaucoup de production qui part à l'extérieur et il n'y a pas de transformation, justement. Nous, en Ardèche, on a la terre des pauvres, donc il a bien fallu s'adapter et essayer de survivre là-bas. Et en fait, les jeunes qui se sont installés, ils ont tous, assez rapidement, ils ont tous fait des petits ateliers de transfo ou alors des ateliers en commun, où ils allaient transformer des légumes, des fruits en confiture, en sirop. Et en fait, ça a été vraiment quelque chose qui a permis un renouvellement et puis un maintien des agriculteurs. Parce que si on avait voulu garder le système agricole tel qu'il était il y a 60 ans, il n'y aurait quasiment plus personne, quoi. Et on retrouve le même problème au niveau du lait et aussi des petites unités de transformation qui se développent au niveau du lait. Et moi, sur l'île de Basse, je me dis, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pensé des fois à se dire, plutôt que de faire toujours plus de légumes avec toutes les difficultés que c'est de les écouler à l'extérieur, il n'y a jamais eu d'envie de se dire, si on montait des petits ateliers de transfo pour vendre ici aux touristes, et puis pas seulement aux touristes, même aux gens qui achètent des produits tout transformés, parce qu'il y en a qui achètent des produits tout transformés. Moi, je pense que c'est un métier, après la transformation, tout ça. Moi, je sais que je suis producteur, après, tout ce qui est transformation, ça ne m'attire pas du tout. Et après, est-ce qu'on aurait le consommateur, suffisamment de consommateurs pour pouvoir en vivre après derrière? C'est une question effectivement qui peut se poser, mais c'est vrai que sur l'île de Bas, on a un modèle légumier qui est tout à fait rentable et qui fonctionne comme ça en écho au bassin légumier du Léon, quoi. Et par contre, on a des îles où la transformation va se développer, ou se développe, ou s'est développée même il y a plus longtemps que ça. François, tu pourras en parler, ou Anne-Laure beaucoup plus récemment sur Bréa. Parce que là, la problématique foncière est certainement aussi beaucoup plus prégnante et que la transformation permet effectivement de créer de la valeur ajoutée et donc de produire sur des petites unités. Mais on est plutôt dans un mouvement qui est quand même plus récent. Bon, l'exception, c'est François, du coup, qui avait démarré très tôt, mais on est dans un mouvement plus récent. Oui, c'est sûr que le fait de transformer, je vois là sur Bréa, on est quasiment à 4 temps plein sur notre ferme et on est sur 1,5 hectare, alors que ici la ferme de Bénédicte qu'on a visitée tout à l'heure, ils sont à 4 temps plein, si je ne me trompe pas, sur 15 hectares, ou 5 temps plein, enfin voilà, c'est un ordre de grandeur de 1 à 10 à peu près. Mais on n'est pas là pour choisir les modèles, je pense qu'il y a un historique qui fait qu'on démarre d'un modèle qui peut être la Thalys sur Belle-Île-en-Mer et puis qui se dirige ensuite vers une valorisation des produits plus centrée sur l'île. Je pense que ce qui est intéressant au niveau du réseau des îles, c'est de dire, à travers par exemple un plan alimentaire territorial, où on se rend compte qu'il y a telle ou telle opportunité qui sont les consommateurs demandent ci et en telle quantité et en telle qualité. Comment on pourrait faire pour rendre adéquates les potentialités agronomiques d'un pays, enfin d'une île en l'occurrence, et puis les possibilités de commercialisation. Alors c'est excellent quand ça marche comme à l'île de Bas sur une dynamique installée depuis plusieurs décennies. À Bréa, ça s'est trouvé pendant un temps qu'on faisait la balade primeur et qui se vendait sur le continent via l'UCPT, via l'Union des coopératives Pain-Paul Tréguier, et puis qui partait un petit peu en tête de pont de ce qui se vendait en primeur, et après c'était les primeurs de Pain-Paul qui prenaient la suite, parce qu'on avait 8-10 jours d'avance, mettons, sur les productions légumières des continents. Voilà, ça s'est arrêté parce que les superficies n'y étaient plus, parce que les agriculteurs n'ont pas suivi cette évolution qu'il y a à l'île de Bas, et ça a redémarré effectivement il y a une trentaine d'années quand je me suis installé sur un autre type de schéma qui était plus le vent direct. Je pense qu'on est là plus pour réfléchir à différentes pistes et puis
voir telle chose marche bien, et par exemple chez nous, bon, bah, ça a de la bouteille, vous qui vous voulez vous installer sur l'île d'Aix, on vous dit bah, venez voir comment ça marche chez nous, venez prendre un peu des exemples de nos échecs et de nos tâtonnements, de manière à pouvoir aller un petit peu plus vite dans ce que vous allez faire chez nous, quoi. Et pas vous planter sur les mêmes sujets sur lesquels on s'est planté là, voilà. Vous pouvez en parler. S'installer en maraîchage biodiversifié. Donc on s'installe en maraîchage biodiversifié sur 1,2 hectare. Voilà, pour l'instant je serai tout seul et l'accompagnement en aide familiale. Ce sera une production sur l'IDEX. On a mis 200 mètres carrés de serre et on commencera la production début 2020 si tout va bien. C'est un projet qui a été soutenu par, enfin même très très soutenu et très très accompagné par la mairie de l'île d'Aix, parce que sur l'île d'Aix il y avait quasiment pas, enfin il restait il y a un demi-hectare de vignes. Et puis il y a une ferme d'une 40aine d'hectares, mais en élevage, donc tout en herbe. Et il n'y avait plus de culture légumière depuis un moment. Et donc il y a eu cette envie de la mairie et des habitants de l'île d'Aix, parce que la population de l'île d'Aix, 250. En fait, si je ne me trompe pas, il n'y a personne de la mairie de l'île d'Aix pour en parler là. Il y a eu une consultation des habitants pour savoir comment valoriser un site qui n'était plus utilisé, et notamment du bâti et puis du foncier. Et donc est ressorti de cette consultation l'envie des habitants d'avoir de la production de légumes sur l'île. Et donc la mairie a effectivement tout mis en œuvre pour rassembler les moyens de production, pour faciliter l'installation d'un maraîcher. Il y a eu un appel à candidature. Et donc c'est Aurélien et Rachel qui ont été retenus. Et non sans difficulté, parce que du coup, quand la culture légumière a été abandonnée, revenir à cette culture avec les infrastructures que ça nécessite, et notamment les tunnels maraîchers, il y a eu quand même une grande implication de la collectivité pour réunir ces moyens de production. Juste pour faire le lien avec le débat précédent, est-ce que vous êtes petit-fils ou petite-fille de gens qui habitaient l'île d'Aix, ou est-ce que vous arrivez d'un territoire Du tout, on n'a ni famille et on ne vient pas du milieu agricole non plus. Bon vent. Moi, je ne saurais peut-être pas l'exprimer, mais j'aurais aimé que tous les partenaires qui ont un lien avec la production de nourriture puissent témoigner de comment les municipalités ou leurs structures accompagnent l'alimentation de son île, de son école, de son EHPAD, de sa maison de retraite. Quelle est l'idée que peut avoir telle ou telle municipalité de s'engager plus vers la satisfaction alimentaire de sa propre population en production locale. Ouais. Je pense que les municipalités ne s'investissent pas toutes de la même façon, et c'est quelque chose de relativement récent, que les collectivités territoriales se posent la question de l'alimentation de leurs citoyens et citoyennes. C'était quelque chose qui était réservé avant aux chambres d'agriculture, au commerce, au ministère de l'Agriculture, mais qui n'est pas une compétence des collectivités territoriales. Cependant, sous la pression des consommateurs et d'un certain nombre d'agriculteurs aussi, d'associations, des municipalités se posent la question de comment assurer
une alimentation saine et de préférence en circuit court pour leur population. Ce qui fait l'objet par exemple de ce qu'on appelle de plans alimentaires territoriaux. Donc sur nos îles, il y a Belle-Île et l'Île-Dieu qui ont été titulaires lauréats plutôt de ce qu'on appelle les plans nationaux alimentation, et qui se traduisent donc par des plans alimentaires territoriaux et qui ont permis de mobiliser, alors sur l'Île-Dieu peut-être plus que sur Belle-Île, la municipalité pour qu'elle s'investisse dans le développement de l'agriculture et déjà maintenir les agriculteurs qui existent sur l'île et puis permettre que des porteurs de projets puissent s'installer. Donc ça, c'est tout le projet Terre Fertile dont Gilles a parlé un peu tout à l'heure, et qui existe maintenant depuis 6 ans, qui a créé quand même une dynamique importante, parce que des fois on se dit finalement qu'est-ce qu'on a fait là, on n'a pas l'impression d'avancer, de faire du surplace, etc. En fait, on a créé une dynamique quand même de 4 maraîchers, on est passé à 5, d'un éleveur de moutons, on est passé à 2 éleveurs, donc moutons plus vaches laitières avec transformation du lait en fromage. Gilles qui fait du safran, il y a une personne qui s'est installée en poulet et qui fait donc du poulet de chair sur l'île, il y a un vigneron qui est en train de s'installer, il y a 2 autres jeunes qui veulent s'installer, il y a, j'en oublie là je pense, il y a les abeilles, il y a un jeune qui vend du fromage et qui voudrait s'installer, son projet depuis très longtemps c'est d'avoir un troupeau de chèvres pour pouvoir faire du fromage de chèvre sur les lieux. Donc cette dynamique elle est quand même très importante, elle a touché à la fois les consommateurs, les agriculteurs, la municipalité, le département, la région, qui nous permettent, à force de chercher des subventions partout, on est obligé de remettre tout le monde, évidemment, mais on y arrive petit à petit. Donc, et aujourd'hui, par exemple, sur l'Île-Dieu, la question que nous, en tant que collectif agricole sur l'Île-Dieu, on pose, c'est comment faire pour que l'EHPAD et la restauration scolaire puissent s'approvisionner en circuit court. On sait que la loi Egalim là, oblige à avoir 20% en bio et en local, sans donner les moyens aux municipalités de pouvoir le faire. Donc comment est-ce qu'on fait et nous on dit, en fait, on sait très bien que les maraîchers qu'il y a à l'Île-Dieu, ils ne vendent pas à la cantine ni à l'EHPAD parce que le prix de tomates vendu sur le marché et le prix de tomates vendu à l'EHPAD, c'est pas la même chose. Et donc ils vont mettre la clé sous la porte si la totalité de leur production était pour vendre à la restauration scolaire. Ils en vendent un peu, évidemment, mais pas beaucoup. Et donc on nous dit, en fait, il faut que là, il y ait un geste politique qui est que la mairie dise, voilà, on fait une ferme en régie. Ou un autre modèle, disons qu'on fait une ferme où l'agriculteur sera plus ou moins salarié directement ou indirectement de la municipalité, et que sa production sera pour alimenter la cantine, la restauration scolaire et l'EHPAD. Un nouveau combat qu'on va mener, c'est des choses qu'on pense qu'on dit depuis plusieurs années, et petit à petit, le maire, la première fois qu'on lui en a parlé, il a dit c'est pas une mauvaise idée, il faut en discuter, parce qu'ils se rendent bien compte que si on veut arriver à respecter ne serait-ce que la loi qui a été votée par nos parlementaires, mais il va falloir trouver des moyens. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est vrai que sur Belle-Île, la municipalité, la façon dont elle intervient, c'est un peu différent. Je ne sais pas sur bas si la municipalité est très présente. Si, ils achètent un peu localement, mais ça reste assez minime. Un peu au centre. Ouais. Les municipalités, il y a beaucoup d'élus dans la salle, comme Martine aussi, qui serait intéressant, j'aimerais bien savoir comment Groix se positionne là-dessus.
elles ont beaucoup de choses à faire, et elles n'ont pas que la question de l'alimentation à traiter. Bien évidemment, la fonction première des producteurs, des agriculteurs, c'est de produire un bien alimentaire. Mais il y en a d'autres des fonctions. Et je pense là où on peut arriver à trouver de la coopération aussi, puisque c'est le thème de notre atelier là, entre élus et agriculteurs, c'est sur d'autres fonctions. Et au Raya, on essaye, mais on n'est pas les seuls à les valoriser. On parlait avec Vincent Pichon, là, qui est producteur sur Molène et Ouessant, là, de son intervention pour le parc naturel régional, pour les nuisibles, les griffes de sorcières, l'herbe de la pampa et la renouée du Japon. Donc il est rémunéré aussi, il a un deal. Alors il est producteur de légumes, mais il intervient pour arracher des plantes invasives. Il me semble que l'agriculture produit des paysages. Alors après, il y a des paysages qui ne nous plaisent pas. C'est vrai, quand on est en Beauce ou autour de la déviation du Niort, là, voilà, c'est pas génial. Mais globalement, dans nos îles, voilà, enfin, c'est... Quel est le paysage qui est beau aussi, puisque les serres maraîchères, par certains collectifs, notamment à Ars, on a jugé que c'était pas beau. Il y a un service aussi, c'est via cet entretien paysager, c'est d'éviter le risque d'incendie. Là, mes élus à Belle-Île, moi, interviennent peut-être beaucoup plus qu'avec cette entrée alimentaire pour les gamins à l'école. Voilà. Entretenir un paysage, c'est éviter donc l'invasive, éviter le risque d'incendie, éviter les nuisibles aussi. Le rat, 6 cas de leptospirose l'année dernière à Belle-Île, dont un qui a failli passer. En tout cas, je ne suis pas véto, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, c'est l'expression qu'en font les médecins. Directement, ils en arrivent avec la friche en responsabilité et donc l'absence d'activité agricole. Donc voilà où les élus se mobilisent aussi. Et bien évidemment, poussés par la loi Egalim. Et d'ailleurs, la loi Egalim, on parle de bio et de local. Je reviens à la question de l'AOP qu'on traitait un peu tout à l'heure. Voilà, c'est 50% de l'alimentation en restauration collective en 2022 doit être soit bio, soit 20% minimum bio, local, et sous signe, les SICO, signe d'information de la qualité de l'origine, AOC, IGP, etc. Voilà. Je le dis souvent, je le rappellerai ici aussi, la restauration collective en France, c'est 4 à 5% des volumes alimentaires. Donc si on veut aussi faire travailler des paysans, il va falloir travailler avec 95% de débouchés autres. Par contre, la restauration collective, c'est un levier pédagogique génial, c'est un levier symbolique génial. Voilà. Donc il faut savoir pourquoi on y va aussi, et je pense qu'on sera quand même... les projets alimentaires territoriaux, les PAT, ont beaucoup été développés par notamment des grandes agglomérations, dans les premières, 2015-2016, parce que voilà, la cuisine de Rennes, c'est 10 000 repas jour, la cuisine centrale. Donc voilà, il y avait un peu plus de volume, tout ça, mais on ne répond pas à l'enjeu alimentaire. La restauration en foyer est majoritaire. Après, on va avoir les restaurants privés, etc. etc. Donc voilà, mais ce que je voulais dire, c'est que les élus vont intervenir aussi sur d'autres fonctions. Il y a un adjoint au maire de Bangor l'autre jour qui me disait mais de toute façon, si mes collègues, il était un peu remonté, si mes autres collègues élus, certains ne sont pas convaincus pour agir sur l'agriculture, c'est pas grave, on va construire une deuxième caserne de pompiers. Et il me le dit comme ça, quoi, de façon froide. Mais je comprends ce qu'il veut dire par derrière. Et Vincent Pichon, il ne pouvait pas venir Vincent, mais c'est exactement ce qu'il disait tout à l'heure. L'État aussi qui ne donne pas, notamment au niveau de l'urbanisme, une forme de pondération. Il est soit dans le tout bétonnage sur nos îles, soit dans le tout naturel. Donc il faut qu'on fasse attention à ça. Et il disait comme ça, l'État, il faut qu'il nous dise quoi. Il veut qu'on puisse produire l'alimentation sur les îles ou pas. Bon, alors autorisez-nous un petit peu à avoir des équipements, quelques bâtiments dans le paysage, etc. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais l'impression que par rapport à ce que vous venez de dire, elle permet aussi qu'il y ait des gens sur Internet. Je ne vais pas continuer la liste. Des gamins à l'école, des gens, des futurs élus locaux, tout ce qu'on veut, la vie, comme d'autres métiers, etc. Mais, oui, bien sûr. Bien sûr. Et éviter des coûts, parce que si on veut entretenir les territoires sans agriculture, il faudra me dire combien ça coûte et qui paye. Et donc cette valeur, alors si, il y a les mesures environnementales et climatiques qui ont essayé de dire, globalement, nous on a filé un coup de main avec la communauté de communes pour les lancer. On est, je sais pas, André, 200 € l'hectare, 300 € l'hectare, à peu près. Ça dépend des mesures, ça dépend des LAE. Donc là, on a cette prise en charge, mais c'est en train de venir, notamment il y a des parlementaires comme je l'ai vu, qui poussent vraiment la question de ces services écosystémiques, de mesurer combien ça coûte un paysage, sinon il faudra qu'on prenne tous nos tondeuses, ou alors il y aura des entrepreneurs d'espaces verts qui viendront et qui enverront leur facture à la mairie. Voilà, il y a tous ces services-là, quoi. Il y a un évitement de coûts, on produit l'alimentation, et grâce à ça, en plus, on évite un enfrichement. Et bien sûr, l'emploi local, quoi.
Ouais. C'est à ne pas oublier. Mais donc, pour continuer sur cette question de... Parce que quand on ne prend pas la parole, c'est en me connaissant, on n'a pas envie que je continue à la garder, hein, donc il va falloir m'écouter. Il y en a qui rigolent. Sur cette question des élus, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une bascule qui est en train de s'opérer, c'est-à-dire qu'un secteur qu'on a considéré comme ultra privé, enfin pas complètement, puisque les subventions publiques, hein, l'agriculture, mais moi c'est ce que j'observe à Belle-Île, c'est vachement positif parce que les élus sont en train de se dire, et ils le disaient vraiment en réunion, ils disaient ah mais ça c'est le secteur concurrentiel, c'est son exploitation agricole, on ne peut pas intervenir nous avec... Et puis maintenant ils sont en train de faire la bascule, donc notamment sur l'action foncière, comme ils voient qu'il y a un intérêt général à conserver et à développer l'activité agricole sur le territoire, ils disent la subvention publique via nous, notre action communale locale, doit intervenir, quoi. Sans parler d'aller jusqu'à fonctionnariser l'activité agricole, c'est pas ça, mais elle doit quand même intervenir beaucoup plus, quoi. Il faut filer plus qu'un coup de main. Et c'est pas uniquement du côté du secteur concurrentiel, quoi. Oui, mais alors, pour rebondir sur ce que tu dis, tu viens de parler de la subvention publique que les îles reçoivent suite à l'étude sur le surcoût des îles. Pas forcément, plus généralement, je parlais de l'impôt levé, ou alors voilà. Je ne pense à ça que maintenant, donc c'est vraiment de réflexion personnelle que je livre, je suis peut-être à côté de la plaque, hein, on est d'accord, mais à ce moment-là, de la même façon que le produit sur les îles essaye de se développer avec une spécificité propre à chaque île aussi, pourquoi pas envisager de sensibiliser les mairies qui n'ont pas encore le même entrain, le même allant que dans certaines îles comme à Vedieu, Belle-Île ou ailleurs, en travaillant une charte de l'engagement sur le circuit court. Et une réflexion qui m'interpelle aussi, c'est que selon les endroits où sont les îles, selon comment elles sont rattachées, un coup à une communauté d'agglos, un coup il y a avec l'horoscope, eh bien, il peut y avoir des secteurs plus développés. Et malgré tout, sur l'Orient, je sais qu'il y a une charte de l'agriculture qui a été travaillée de façon forte par l'image de l'Orient, mais on n'a pas toujours l'impression qu'il y a une transversalité dans les actions et les moyens. Donc voilà, après, moi, je ne maîtrise pas bien le tout. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, je sais que sur Broye, de temps en temps, il y a le souci d'alimenter un peu la cantine, et essentiellement la cantine en produits locaux, mais je ne saurais pas dire à quelle fréquence et est-ce que ça se développe ou pas. Mais il faudra qu'on se renseigne. Mais une charte, sans que ce soit lourd, parce que comme il y a plein de choses dans les mairies qui tombent au fur et à mesure avec des nouvelles législations, etc. Mais un engagement qui valorise et qui sensibilise les petits dans les écoles, les parents dans leur mode de consommation aussi, si les communes donnent l'exemple. Après, est-ce qu'il y aurait suffisamment de rendement dans chaque île pour que ça puisse s'instituer comme ça? Vous voyez, oui, ce serait bien, mais bon. Là, il y a des... C'est compliqué, hein. Après, c'est assurer, par exemple, si on nous demande tant de terre pour une école et tout ça, après, tu es obligé d'assurer la quantité, quoi. Et c'est chose que, avec le comité d'agglo, le fait que c'est le pays de l'Orient, la cantine elle va se fournir sur l'Orient plus facilement, puisqu'il y a des produits qui sont transformés aussi sur le pays de l'Orient. Du coup, ce sera quand même des produits de proximité, même si ce n'est pas l'île. Après, c'est une volonté politique aussi de la commune. C'est vrai que la dérogation... Mais on ne peut pas dire qu'à Broye, il refuse si nous, on propose à la cantine, des fois on a des surplus de légumes pour quelque chose, je peux appeler, ils ne vont pas me les refuser. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, ils nous prendront une marchandise si on les propose. Et c'est vrai qu'on les vend plus facilement, directement sur les marchés, tout ça, c'est plus intéressant pour nous. Donc après, bon, maintenant à Broye, l'agriculture se développe de plus en plus. On est quand même arrivé à plusieurs agriculteurs sur l'île. On est quand même maraîchers, enfin ça n'arrête pas d'évoluer. Donc peut-être un jour, on arrivera à fournir les collectivités. C'est vrai que les collectivités, c'est encore un autre
circuits de commercialisation avec ses contraintes et... Tu te demandes dès le départ combien tu vas fournir, mais toi tu sais même pas est-ce que tu vas réussir à les planter, parce qu'on te demande avant de les planter déjà les quantités que tu vas faire. Donc c'est pas évident, on n'est pas une épicerie quoi, comme je dis. Et c'est là où la coopération entre agriculteurs peut être un levier aussi, hein, parce qu'on a l'exemple de l'île d'Oléron qui a développé cet approvisionnement collectif. Alors ils sont une petite dizaine de maraîchers, mais effectivement ça demande entre eux une certaine organisation et réactivité, parce que pour le coup là, les menus peuvent être quand même faits à 3 semaines, mais là généralement c'est d'une semaine sur l'autre. Donc ça demande une organisation à la fois dans les productions et dans la disponibilité pour l'approvisionnement. On voit les dérèglements climatiques aussi, dans une année sur l'autre, on s'est aperçu, en 4 ans, là on voit tous les ans, on diminue à droite on n'a pas de sol, donc c'est tout de suite c'est ça, donc on a de plus en plus moins de rendement, quoi, et du coup, une année tu faisais tant de rendement, mais l'année suivante, complètement différent, donc on ne sait pas où on va, comme je dis, quelquefois on a l'impression de vouloir apprendre à cultiver parce que ça a tellement changé en peu de temps que des légumes qu'on faisait avant, qu'on ne peut plus faire, on est obligé de s'adapter, on a des insectes, on a des nouvelles maladies. Donc, il y a un outil qui est intéressant, alors avec la remarque que vient de faire Isabelle, c'est vrai qu'il faut faire très très attention aux spécificités locales, mais l'association Terre de Liens, elle a un outil qui s'appelle le convertisseur, et qui prend un territoire avec sa population, ça c'est vraiment à la louche, mais pas une mauvaise louche, sa surface, et elle dit pour un régime alimentaire varié, voilà combien d'écarts il faudrait avec des productions variées. Et à Belle-Île, on a trouvé que c'était 2800 hectares, et la surface agricole utile à Belle-Île est de 3200 hectares. Donc après, c'est une image d'Épinal, il s'agirait d'aller voir après les producteurs en disant « toi tu fais un peu trop de lait, il faut que tu fasses un peu de poulet, toi tu vas faire... » Vous voyez, mais en tout cas pour animer un débat local, c'est génial. Vous mettez dans la salle les citoyens, les élus, les paysans, vous faites tourner quelqu'un de Terre de Liens qui dit « allez, on va travailler sur le convertisseur », c'est peut-être un delta de 20%, mais même ça vous donnera une idée. Et après, on ne produit pas ici comme dans Méditerranée, le mouton, il y a du fourrage, c'est différent, voilà. Mais en tout cas, ça engage le débat. Ça nous a permis de savoir à Belle-Île et là, je prends aussi les touristes. Hein. Nous, si on lissait à l'année, on est 5400 à Belle-Île, mais si on lissait, on est à peu près 9200. Et on a vu qu'on pourrait alimenter notre territoire. Il y a un débat en ce moment qui va essayer d'aller vers, pas une forme d'obligation, mais presque de faire des projets alimentaires territoriaux dans le sens de la résilience alimentaire, c'est-à-dire qu'on va parler de sécurité des populations. Hein. De plus en plus de personnes parlent de ça, donc que ce soit un milieu insulaire ou pas, c'est-à-dire de voir comment, dans une poche, je ne suis pas collapsologue ou quoi que ce soit, hein, mais voilà, est-ce qu'on est capable de s'en sortir en s'alimentant avec la terre qu'on a autour de chez nous? Et c'est assez intéressant aussi d'avoir cette entrée-là. Il ne faut pas travailler sur la pédagogie de la peur. Hein. En tout cas, nous, on va y bosser un peu à Belle-Île pour se dire, tiens, il y a un conflit routier, il y a un blocage des stations, il n'y a pas 38 tonnes qui arrivent jusqu'à Quiberon pendant 5 jours. Je suis gentil quand je dis 5 jours. Hein. On a vu à Paris il y a 2 ans, quand ils avaient ça de neige sur la route, il y a des poids lourds qui n'ont pas réussi à arriver au supermarché en 3 jours, il n'y avait plus rien dans les rayons, dans certains rayons. Donc c'est un peu de bosser là-dessus. Et c'est intéressant de voir après que, tiens, on va faire l'agriculture locale. Voilà, sachant qu'on a la surface globale pour le faire. J'arrête. Hein. Merci Guillaume. Voilà, bon, merci d'avoir participé à cet échange. Donc le réseau agricole, si vous voulez adhérer, on sera très content. Hein. Plus il y aura d'adhérents, mieux ça sera. On vient de créer un site internet, parce que maintenant une association qui n'a pas son site n'existe pas, mais il y aura plein de choses intéressantes dessus, notamment tous les travaux qui vont être faits au niveau recherche par Naïla et par Raya et l'Agrocampus, hein, qui vont être dessus. Donc le réseau, vous faites réseau.raya.fr, hein, c'est ça, hein, raya-il.fr, et on arrive dessus très rapidement. Voilà. Je vous remercie beaucoup et bonne soirée pour ce festival.